Providence, 2 novembre 1927. Cher Melmoth, ainsi donc vous voilà occupé à fouiller le passé obscur de Varius Avitus Bassianus. Fi, il y a peu de gens que je déteste davantage que ce maudit petit rat syrien. Récemment, j'ai moi-même été ramené à l'époque romaine par la lecture de l'Énéide de James Roald, traduction dont je n'avais encore jamais pris connaissance, et qui est plus fidèle à l'auteur que toutes celles que j'ai lues, y compris celle de feu mon oncle, le docteur Clark, restée à l'état de manuscrit. Cette brève diversion virgilienne et les idées vagues que faisait naître la veille de la Toussaint avec ses sabbats de sorcières dans les collines produisirent en moi, dans la nuit de lundi dernier, un rêve romain d'une clarté et d'un éclat si divin, chargé d'une horreur latente si forte, qu'en vérité je pense bien en faire usage un de ces jours dans un texte de fiction. Les songes de ce genre n'étaient pas rares du temps de ma jeunesse. Trébun militaire, je suivais pendant la nuit le divin Jules César à travers toute la Gaule. Mais ils avaient pris fin depuis si longtemps que celui-là m'a incroyablement impressionné. Cela s'est passé dans la minuscule ville provinciale de Pompaello, au pied des Pyrénées, par une ardente soirée. On devait être au dernier moment de la République, car la province était encore gouvernée par un proconsul sénatorial, et non par le légat prétorien d'Auguste, la veille des calendes de novembre. Au nord de la bourgade se dressaient les collines tachetées d'écarlate et d'or, et le soleil couchant brillait énigmatique et rouge sur les plâtres et les pierres grossières fraîchement taillées du forum empli de poussière, comme sur les parois de bois du cirque, tous deux installés un peu en retrait à l'est. Des groupes de citoyens s'entassaient dans les rares rues pavées, émus par un vague malaise qu'ils ne pouvaient définir, colons romains aux larges sourcils indigènes romanisés, à l'épaisse crinière, et frappant mélange des deux. Tous vêtus des mêmes toges de laine à bon marché. Je venais moi-même de descendre d'une litière que les porteurs illyriens semblaient avoir amenée en hâte de Calaguris, traversant l'Èbre pour aller vers le sud. J'étais apparemment un questeur de province nommé L. Caelius Rufus, appelé là par le proconsul Scribonius Libo, venu de Tarasco quelques jours auparavant. Le tribun militaire Sex Acelius commandait les soldats de la 5e cohorte et de la 12e légion, et Balbitius, le légat de toute la région, avait également quitté Calagirus, où il avait son quartier général. Notre réunion avait pour objet une chose horrible qui rôdait sur les collines. Terrifiés, tous les habitants de la ville avaient réclamé la présence d'une cohorte envoyée de Calaguris. C'était la terrible saison de l'automne, et le féroce peuple des montagnes s'affairait à préparer les effroyables cérémonies que seules de vagues rumeurs faisaient connaître dans les villes. C'était un peuple très ancien qui vivait très haut dans les collines et parlait une langue incertaine que les Vascones ne comprenaient pas. Ses membres ne se montraient que rarement, mais plusieurs fois par an, ils envoyaient de petits messages jaunes aux yeux bigles, ressemblant à des scythes, qui commerçaient par gestes avec les marchands. Et chaque printemps et chaque automne, ils sacrifiaient sur les crêtes à des rites infâmes, terrorisant les villages par leurs hurlements et par leurs feux, toujours au même moment, la nuit précédant les calendes de mai, et celle d'avant les calendes de novembre. Juste avant, des citadins disparaissaient pour ne jamais reparaître. On chuchotait que les bergers et les fermiers indigènes étaient plutôt bien disposés envers ce peuple ancien, et que plus d'une hutte couverte de chaume était vide dès avant minuit lors de ces 2 ignobles sabbats. Cette année-là, la terreur était grande, car chacun savait que la colère du peuple ancien allait s'abattre sur Pompaello. 3 mois plus tôt, 5 petits messagers louchons
étaient descendus des collines, et 3 d'entre eux avaient été tués au cours d'une rixe sur le marché. Les 2 autres étaient repartis dans leurs montagnes sans maudire, et durant l'automne, aucun villageois n'avait disparu. Cette impunité ne présageait rien de bon. Le peuple ancien n'avait pas pour habitude d'épargner ses victimes lors du sabbat. Tout cela était trop beau pour être vrai, et les habitants du lieu avaient peur. Un battement de tambour résonnait depuis des jours dans les collines, et l'édile Tib Anaeus Stylopo, dont le sang était pour moitié celui d'un indigène, se décida finalement à réclamer à Balbutius l'envoi d'une cohorte qui viendrait à bout du sabbat tenu pendant l'horrible nuit. Le légat lui avait opposé un refus irréfléchi. Les craintes des villageois étaient sans fondement, et les rites détestables des montagnards ne sauraient inquiéter le peuple romain, tant que nos propres citoyens n'étaient pas menacés. Je semblais être un ami intime de Balbutius, et m'étais montré d'un avis contraire, affirmant que j'avais étudié de très près, le savoir interdit de la magie noire, et que je croyais le peuple ancien capable de lancer d'innommables sorts sur la ville, qui, après tout, était une colonie romaine et abritait nombre de nos citoyens. Elvia, la mère de l'édile, était une pure romaine, fille d'Helvius Cinna, partie avec l'armée de Scipion. Aussi envoyai-je un esclave, un petit grec, alerte, nommé Antipaté, porter des lettres au proconsul, et Scribonius, consentant à m'écouter, avait ordonné à Balbutius de faire partir pour Pompaelo la 5e cohorte commandée par Azélius. Elle pénétrait dans les collines au crépuscule, la veille des calendes de novembre, afin de disperser toutes les infâmes bacchanales qu'elle rencontrerait, et ramènerait à Taraco les prisonniers qu'elle ferait à cette occasion, lors de la prochaine session judiciaire du propréteur. Mais Balbutius protesta, et il s'ensuivit de nouveaux échanges de lettres. J'avais tant écrit au proconsul qu'il en était venu à s'intéresser sérieusement à ces choses horribles, sur lesquelles il voulait enquêter personnellement. Il s'était enfin rendu à Pompaelo, suivi de ses serviteurs et de ses licteurs. Les rumeurs qu'il recueillit le troublèrent profondément, et il renouvela fermement son ordre d'écraser les participants au sabbat. Désireux de discuter avec quelqu'un qui connaissait le sujet, il m'ordonna de suivre la cohorte d'Acélius. De son côté, Balbutius nous accompagna également pour défendre un avis opposé, car il pensait sincèrement que des opérations militaires trop violentes feraient naître une dangereuse agitation chez les Vascones, qu'ils soient citadins ou membres des tribus. Aussi nous retrouvâmes-nous tous dans le mystérieux crépuscule des montagnes d'automne. Le vieux Scribonius Libo, dans sa toge prétexte. La lumière dorée se reflétait sur son crâne chauve et poli, comme sur les rides de son profil d'aigle. Balbutius, revêtu d'une cuirasse et d'un casque étincelant, serrant les lèvres avec ostentation pour bien montrer son désaccord. Le jeune Azélius, avec ses jambières polies et son air supérieur, et ce curieux mélange de citadins, de légionnaires, de membres de tribus, de paysans, de licteurs, d'esclaves et de serviteurs. Apparemment, je portais moi-même une toge commune, et rien ne me distinguait des autres. Et partout se faisait sentir le poids de l'épouvante. Les citadins, comme les villageois, osaient à peine parler la voix haute. Les hommes de l'entourage de Libo, sur place depuis une semaine, donnaient l'impression de partager un peu de cette crainte sans nom. Le vieux Scribonius lui-même gardait un air préoccupé, et les voix fortes de ceux qui, comme nous, venaient d'arriver, paraissaient étrangement déplacées, comme si elles retentissaient dans un lieu marqué par la mort, ou dans le temple d'un dieu inconnu. Nous entrâmes dans le prétoire pour y parler sérieusement. Balbutius
fit part de ses objections, appuyé par Azélius, qui semblait porter aux indigènes un profond mépris, tout en estimant peu judicieux de les provoquer. Tous deux soutinrent que mieux valait s'attirer le mécontentement d'une minorité de colons et d'indigènes romanisés en se gardant d'agir que de se heurter à la majorité paysans et membres de tribus, en réduisant par la force ces effroyables rites. De mon côté, je renouvelai ma demande d'intervention et offris de me joindre à la cohorte pour toute expédition qu'elle pourrait entreprendre. Je fis remarquer que les barbares vascones étaient au mieux turbulents et peu sûrs, et que des affrontements avec eux se produiraient tôt ou tard, quoi que nous fassions. Dans le passé, ils n'avaient jamais représenté une menace sérieuse pour nos légions. Il serait malvenu que les représentants du peuple romain acceptent de prendre en compte des barbares dans la détermination de mesures que la justice et le prestige de la République exigeaient. Au demeurant, la bonne administration d'une province dépendait avant tout de la sécurité et de la bonne volonté des éléments civilisés, dans les mains desquels reposaient le commerce et la prospérité du lieu, et dont les veines charriaient une forte part de notre sang italien. Bien que, du point de vue du nombre, il ne constitue qu'une minorité, il était un facteur de stabilité auquel on pouvait se fier, et leur coopération permettrait de lier la destinée à ces provinces à celle de l'Empire, du Sénat et du peuple romain. C'était à la fois un devoir et un avantage que de leur offrir la protection due aux citoyens romains. Fût-ce au prix, ici je jetai un regard sarcastique à Barbatius et à Azélius, de troubles sans lendemain et de l'arrêt des jeux de dames et des combats de coqs au camp de Calaguris. J'étais certain qu'un danger réel menaçait la ville et les habitants de Pompaello. J'avais lu de nombreux rouleaux de parchemin venus de Syrie, d'Égypte, des mystérieuses cités étrusques, parler longuement avec le prêtre assoiffé de sang de Diane d'Aricie, dont son temple au milieu des forêts qui bordent le lac du bois d'Aricie, du haut des collines, pouvait être proféré durant le sabbat des sorts effroyables qui ne devraient pas être tolérés dans les territoires occupés par le peuple romain. Laisser se dérouler de telles cérémonies serait indigne de ceux dont les aïeux, sous le consulat de Postumius, avaient exécuté tant de citoyens romains, parce qu'ils prenaient part au bacchanal. Ce que rappelait gravé sur le bronze, et visible aux yeux de tous, le Senatus Consulte de Bacchanalibius. Une cohorte suffirait à venir à bout du sabbat, à condition qu'elle intervienne à temps. Avant que le déroulement des rites puisse faire surgir quoi que ce soit qu'une lance ne soit capable d'affronter. Il suffirait d'arrêter les participants et d'épargner les simples sectateurs atténuerait considérablement le retentissement que pourraient éprouver tous ceux qui, dans les campagnes, se montreraient favorables à ces cérémonies. En bref, les principes comme les exigences politiques réclamaient des actions résolues, et je ne pouvais douter que Publius Scribonius, toujours soucieux de la dignité et des obligations du peuple romain, n'ait à cœur d'envoyer là-bas la cohorte que j'accompagnerais, en dépit de toutes les objections que Balbutius et Azélius, en vérité ils parlaient plus en provinciaux qu'en vrais romains, jugeraient bon de multiplier. Le soleil était maintenant très bas, et toute la ville semblait enveloppée d'un éclat irréel et pervers. Le proconsul, M. Scribonius, nous signifia son approbation de mes paroles et m'intégra à la cohorte avec le rang provisoire de centurion primipile. Balbutius et Azélius donnèrent leur accord, le second de moins bonne grâce que le premier. Comme le crépuscule tombait sur les collines automnales, le battement régulier et hideux d'étranges tambours se fit entendre au loin. Il suivait un rythme terrifiant. Quelques légionnaires hésitèrent un instant, mais les hordes très fermes les ramenèrent dans les rangs. Et bientôt la cohorte s'avança à travers la plaine située à l'est du cirque. Libo comme Balbitius
insistèrent pour nous accompagner. Mais nous eûmes beaucoup de difficultés à trouver un guide du cru qui accepta de nous indiquer les chemins menant à la montagne. Finalement, un nommé Vercellius, fils de Pur, romain, consentit à nous conduire par-delà le pied des monts. Nous nous mîmes en marche dans le crépuscule, tandis que, sur notre gauche, la mince fossile d'argent de la lune brillait au-dessus des bois. Nous étions fort inquiets de savoir que le sabbat aurait lieu de toute façon. On avait dû, dans les collines, apprendre l'arrivée de la cohorte. Une telle rumeur restait alarmante, même avant que la décision ait été prise. Et pourtant, les sinistres tambours résonnaient comme auparavant. On aurait dit que, pour une raison particulière, la présence ou l'absence des forces du peuple romain laissait les célébrants également indifférents. Le bruit se fit plus fort encore quand nous pénétrâmes dans un passage qui montait vers les collines. Ces pentes boisées très raides nous enserraient étroitement des deux côtés, et nos torches oscillantes y faisaient apparaître des troncs aux formes fantastiques. Tous allaient à pied, à l'exception de Libon et Balbitius, d'Azélius, de moi-même, et de 2 ou 3 centurions. Mais, le chemin se faisant encore plus difficile, nous dûmes abandonner nos chevaux. Une escouade de 10 hommes resta en arrière pour les garder, bien qu'il y eût peu de chance de croiser une bande de voleurs en cette nuit de terreur. Nous croyions parfois discerner une forme furtive dans les bois qui nous entouraient, et au bout d'une demi-heure d'ascension, la piste se fit si étroite et raide que la progression d'un nombre aussi important d'hommes, plus de 300 en tout, devint atrocement difficile. C'est alors, avec une brusquerie qui nous horrifia, que nous entendîmes un cri affreux monter d'en bas. Il venait des chevaux attachés. Ils avaient hurlé, non pas henni, hurlé, sans que nous puissions savoir pourquoi, faute de lumière, ou d'appels lancés par leurs gardiens. Au même moment, des feux de joie apparurent devant nous, sur toutes les crêtes. L'épouvante semblait tapie aussi bien devant que derrière nous. Nous tournant vers notre guide, le jeune Vercellius, nous n'aperçûmes qu'une masse effondrée, baignant dans une mare de sang. Il tenait encore en main la courte épée qu'il avait arrachée de la ceinture du soldat Vinulanus. Et il avait, sur son visage, une telle expression de terreur que les vétérans les plus endurcis pâlirent à sa vue. Il s'était tué quand les chevaux avaient hurlé. Lui qui, né dans cette région, y avait vécu toute sa vie et savait ce qu'on murmurait à propos des collines. Toutes les torches commençaient à faiblir, et les cris des légionnaires apeurés se mêlaient aux hurlements incessants des chevaux. L'air fraîchit nettement, plus brutalement qu'il n'est courant en cette veille de novembre, et semblait agiter d'atroces ondulations que je ne pouvais m'empêcher de relier au battement d'énormes tambours. Toute la cohorte restait à l'arrêt, et comme nos lumières vacillaient, j'aperçus ce que je crus être des formes fantastiques que soulignait dans le ciel la faible lueur de la Voie lactée, à travers laquelle brillaient Persée, Cassiopée, le Cygne et les Céphéides. Soudain les étoiles disparurent du ciel. Même devant nous, d'ébène et Véga, si lumineuses, ainsi que dans notre dos, Altaïr et Phomalote. Les torches s'éteignirent en même temps, et il ne subsista plus au-dessus de notre cohorte hurlante que les horribles flammes perverses des brasiers allumés sur les hautes crêtes, d'un rouge diabolique, et sur lesquelles se découpaient les silhouettes démentes, colossales, de monstres sautillants, tels que jamais prêtre phrygien ou grand-mère campanienne n'a pu en évoquer dans les plus absurdes de ses récits. Ce démoniaque battement de tambour s'enfla encore jusqu'à couvrir les cris des hommes et des chevaux, tandis qu'un vent glacé descendait des hauteurs interdites pour se lever avec une lenteur et une présence abominables autour de chacun de nos hommes. Bientôt, toute la cohorte se débattit en hurlant dans l'obscurité, comme si elle endurait le destin de Laocoon et de ses fils. Seul le vieux Scribonius Libon semblait résigné. Il proférait au milieu des clameurs des mots que j'entends encore. Malibia vetius, et vinis tandem venit. À ce moment,
je me réveillai. C'était le rêve le plus fort que j'ai fait depuis des années, qui s'abreuvait à des puits depuis longtemps abandonnés et oubliés. Menant au subconscient, il n'existe aucun témoignage permettant de connaître la destinée de cette cohorte, mais la ville au moins survécut, car des encyclopédies précisent que Pompaelo existe encore aujourd'hui, sous le nom espagnol de Pamplona, Pampelune. Bien à vous, dans la suprématie gothique, G. Julius Verus Maximinus.